La honte n'est pas une émotion, c'est une exécution sociale. Vous sentez ce feu qui s'élève à la nuque, le silence qui s'abat dans la salle, le regard qui se perd au sol, le monde qui se transforme en une géante indifférente. Votre instinct crie « Défends-toi, explique-toi, fuis » ou, pire encore, « Excuse-toi », mais voici la vérité brutale que la plupart ne comprennent jamais. Le moment où vous réagissez, vous mourrez. Le moment où vous essayez de prouver que vous n'êtes pas ce que l'on dit, vous avez déjà accepté le cadre de votre agresseur. Vous dansez sur la musique qu'il a composée. Imaginez un instant que vous puissiez prendre cette énergie brûlante et, d'un seul basculement psychologique, la renvoyer vers celui qui l'a allumée, pas en criant, pas en argumentant, mais en faisant quelque chose d'aussi contre-intuitif, d'aussi chirurgicalement précis, que cela laisse l'assaillant exposé, terrifié, regrettant d'avoir ouvert la bouche. Il existe une méthode, un art sombre de renversement psychologique utilisé depuis des siècles par les stratèges machiavéliens. Une fois que vous l'aurez intégré, le piquant de la honte se transformera en une vague de pouvoir. La plupart pensent que l'opposé de la honte est la fierté. Ils se trompent. L'opposé véritable est l'indifférence, cette froideur qui glace une salle entière. Atteindre cette indifférence nécessite de tuer la partie de vous qui recherche la validation. Dans les 23 minutes qui viennent, nous allons opérer sur vos instincts sociaux. Je vais vous montrer comment démanteler un agresseur, non avec des insultes, mais avec la présence. Nous passerons en revue la technique du rocher gris, le miroir du silence, Samans Mentors, et la méthode de l'étoile morte. D'ici la fin, vous ne connaîtrez plus la gêne du manque de respect, vous la chercherez même car vous verrez que chaque humiliation est une opportunité de démontrer votre domination. Mais attention, ce savoir n'est pas destiné au cœur tendre, il est pour les esprits stratégiques. Une fois que vous verrez les ficelles, vous ne pourrez plus redevenir une marionnette. Phase première, l'anatomie de la honte. Vous devez d'abord comprendre ce qui se passe dans votre corps avant de pouvoir le contrôler socialement. Quand quelqu'un vous humilie, votre amygdale déclenche une alerte de survie. Le cerveau tribal perçoit cela comme une menace d'exil, et l'exil était la mort. Votre corps prépare alors la fuite ou l'attaque. C'est là que vous perdez, car dans la hiérarchie moderne, celui qui réagit est celui qui perd. L'assaillant sait cela. Il mise sur votre biologie, il veut que vous vous mettiez en colère, que vous bafouilliez, que vous baissiez les yeux. Il joue le metteur en scène et vous a casté dans le rôle du bouffon. Si vous suivez votre instinct, vous jouez le rôle à la perfection. L'esprit machiavélien, au contraire, ne suit pas l'instinct, il le dépasse. La première clé pour détruire un chamère, c'est de réaliser que son attaque n'a rien à voir avec vous. Rien du tout. La honte est une projection. Les personnes qui humilient les autres le font parce qu'elles ressentent une menace sur leur propre hiérarchie. Un individu puissant et heureux n'a aucune nécessité de rabaisser autrui. Seul le désespéré le fait. Quand ils vous attaquent, ils avouent leurs propres insécurités. Ils confessent que vous représentez une menace qu'ils doivent neutraliser. Prenez cela. Ils ont peur, ils sont jaloux, ils s'ennuient, ils sont vides et ils utilisent votre douleur comme carburant pour se sentir vivants. Quand vous commencez à voir l'attaque non pas comme un jugement sur votre valeur, mais comme le symptôme d'une faiblesse, la chaleur qui monte le long de votre cou disparaît. Vous cessez d'être la victime et vous devenez l'observateur. L'observateur est la personne la plus dangereuse dans la pièce. Phase de le vide, parlons de la pause. La plupart des gens ne supportent pas le silence. Lorsqu'une insulte frappe, un vide se crée dans la conversation. Nous sommes des créatures sociales, programmées à combler ce vide. Nous rions nerveusement, nous répliquons, nous justifions, nous essayons de refermer le fossé parce que le fossé nous paraît dangereux. Mais pour l'esprit du triangle noir, le vide n'est pas un danger, c'est une arme.
La chose la plus dévastatrice que vous puissiez faire quand quelqu'un tente de vous humilier, c'est absolument rien. Pas le rien d'un lâche qui a peur de parler, mais le rien d'un prédateur qui décide si la proie vaut la peine d'être dévorée. Voici la technique. L'assaillant lance son insulte. Vous ne clignez pas des yeux. Vous ne détournez pas le regard. Vous ne souriez pas. Vous ne froncez pas les sourcils. Vous restez complètement immobile. Vous le fixez directement dans les yeux, mais pas avec agressivité. L'agression montre que vous avez été blessé. Vous le regardez avec un regard mort, plat, presque clinique. Vous comptez mentalement 1, 2, 3. Durant ces 3 secondes, la dynamique de la salle bascule tectoniquement. Le public, les témoins attendent tant votre réaction. Quand elle n'arrive pas, ils se tournent vers l'assaillant. L'assaillant s'attend à de la résistance. Quand il ne trouve que du vide, il vacille. Il commence à se demander « Il m'a entendu, il s'en fiche, est-il fou ?» Le silence s'épaissit, devient lourd, devient gênant. Mais c'est son malaise, pas le vôtre. Vous avez refusé de porter le fardeau qu'il a jeté, il tombe à vos pieds. En ne faisant rien, vous forcez l'assaillant à s'enfoncer dans l'horreur de ce qu'il vient de faire. Vous amplifiez son irrespect jusqu'à ce qu'il devienne assourdissant pour tout le monde. On appelle cela le vide. Vous devenez un trou noir, absorbez son énergie et ne rendez rien. Dans ce silence, son pouvoir s'évapore. Il peut tenter de combler le vide, dire « ce n'est qu'une blague où mon chat a pris ma langue ». C'est le dernier souffle de sa domination. Il panique, il tente de réparer le cadre parce que vous l'avez brisé avec le silence. Ne l'aidez pas, laissez-le se débattre. Vous avez déjà testé ce silence ? Dites-moi en commentaire la fois où vous avez laissé le vide parler pour vous. Si ce petit aperçu vous a ouvert les yeux, laissez un like, cela montre que vous êtes prêt à aller plus loin. Phase 3, le judo psychologique. Une fois que le silence a mis votre agresseur mal à l'aise, vous intervenez, mais vous ne défendez pas. La défense est une admission de culpabilité. Si je crie « je ne suis pas un voleur », je renforce le lien avec le vol dans l'esprit du public. Les rois ne débattent pas leur innocence avec les paysans. Au lieu de cela, vous utilisez le judo psychologique. Vous prenez l'énergie qu'il a projetée et la redirigez jusqu'à ce qu'il bascule. Vous traitez son insulte non comme un fait, mais comme un comportement. Vous le considérez comme un patient en crise. Vous ne vous mettez pas en colère contre le patient, vous êtes curieux. Imaginez qu'il dise « Tu as vraiment tout foiré, n'est-ce pas ?» La réponse défensive serait « Non, je n'ai rien fait de mal ». La réponse machiavélienne serait de faire une pause, d'incliner légèrement la tête, de le regarder avec une curiosité détachée et de dire d'un « tu vas bien » ou « c'est étrange de dire ça à voix haute ». Vous avez ainsi déplacé le cadre, ce n'est plus votre erreur, c'est sa réaction. Vous vous positionnez comme l'adulte calme, rationnel, tandis que lui devient l'enfant émotionnel qui doit se justifier. Cette inversion de cadre force votre agresseur à expliquer son propre comportement. Il se retrouve à défendre et celui qui défend perd. Vous avez volé le terrain élevé sans lever la voix. Une variante encore plus sauvage est l'accord amusé. Parfois le shamer a raison. Vous avez peut-être fait une erreur. Il compte sur votre honte. Vous les privez de ce plaisir en l'assumant avec arrogance. Ils disent « Tu es tellement arrogant ». Vous souriez, le regardez droit dans les yeux et répondez « Je le sais, c'est ma meilleure qualité ». Ils disent « Tu ne sais rien de ce que tu fais ». Vous riez doucement et dites « Je ne fais jamais rien ». Cela s'appelle la technique d'accord et d'amplification. Vous avalez les balles, vous les transformez en carburant. Quand vous n'avez aucune honte de vous-même, personne ne peut vous humilier. Vous devenez téflon, la boue glisse et l'auteur de la boue se retrouve les mains sales. Tous ces outils vous donnent le pouvoir de transformer chaque humiliation
en un moment de domination. Si ces idées résonnent en vous, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des prochains chapitres où nous explorerons les contre-attaques chirurgicales et la forteresse intérieure. Le voyage ne fait que commencer. Vous avez maintenant en main les clés du vide, du judo psychologique et de l'accord amusé. Mais le vrai pouvoir se déploie lorsque vous combinez ces outils avec des contre-attaques chirurgicales, capables de percer le blindage de n'importe quel chimère et d'une forteresse intérieure qui vous rend inébranlable, même lorsque les assauts se multiplient. Non. Dans les minutes qui suivent, je vous guide pas à pas à travers ces deux piliers, afin que chaque remarque venimeuse devienne non seulement une perte de temps pour votre agresseur, mais aussi une source de renforcement pour votre propre identité. Imaginez la scène suivante. Vous êtes en réunion, le chef de projet vous lance une critique publique, le ton est tranchant, les regards se tournent, la tension monte. Vous sentez le feu de la honte qui s'allume dans votre gorge. Vous avez déjà les techniques du vide prêtes à l'emploi, mais vous sentez qu'une réponse plus décisive est nécessaire pour que l'attaque ne se reproduise jamais. C'est ici que la première contre-attaque chirurgicale entre en jeu, la technique du ki. Vous ne vous contentez pas de rester muet, vous placez le shamer dans une position où il doit dévoiler ses motivations cachées. D'un ton calme, vous dites Ike, qui cherches-tu à impressionner en ce moment? Cette simple question, articulée avec une pureté d'intention, crée un point de rupture. Le cerveau du schémère, habitué à projeter, se retrouve soudain confronté à son propre besoin d'approbation. Il hésite, son discours se fissure, la salle sent le malaise. Vous avez ainsi retourné le miroir et le poids de la honte se déplace de votre épaule vers la sienne. Après le qui, la deuxième arme de précision s'appelle le répète. Vous avez déjà entendu que la répétition expose le mensonge, mais l'appliquer dans le feu de l'action exige une présence glaciale. Lorsqu'il lance une accusation, vous répétez son propos exactement avec le même ton, en l'incluant dans votre phrase. Tu dis que j'ai tout foiré, tu dis que j'ai tout foiré. La répétition force le schémer à se justifier, à chercher une justification qui n'existe pas. Chaque seconde supplémentaire qu'il passe à justifier son attaque renforce votre position, car le public perçoit le doute qui s'installe. Le silence qui suit, chargé de votre regard immobile, devient alors un vide plus dense que celui que vous avez créé au départ. La troisième technique, le validation, s'adresse aux narcissiques qui se nourrissent de l'attention. Au lieu de les ignorer, vous leur offrez un bref moment de reconnaissance, mais vous le faites de façon calculée afin de les désarmer. Vous dites, d'une voix douce qui contraste avec le ton agressif de l'interlocuteur, « Je vois que tu tiens vraiment à ce sujet, et cela montre à quel point tu es investi. » Cette phrase agit comme un piège à miel. Le narcissique, cherchant désespérément à être vu, se retrouve à se complimenter lui-même, à se perdre dans son propre besoin de validation. Pendant ce temps, vous avez détourné son énergie. Vous avez transformé l'attention en un feu doux qui le consume de l'intérieur. Le public témoin de cette interaction perçoit votre calme, votre maîtrise, et le schémère se retrouve isolé, sans allié. Toutes ces contre-attaques partagent un même fil conducteur. Elles ne visent pas à blesser directement, mais à désorienter, à faire vaciller le cadre de l'agresseur, à rendre son attaque inefficace avant même qu'elle ne se manifeste pleinement. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix, vous n'avez pas besoin d'enfoncer des mots comme des coups de marteau. Vous avez besoin d'une précision chirurgicale, d'une présence qui fait que chaque geste compte, chaque respiration est un signal. Passons maintenant à la forteresse intérieure, le véritable socle qui vous permet de rester impassible face à toute forme de honte. La première brique de cette forteresse est le travail de l'ombre. Vous avez entendu parler de l'ombre chez Jung.
cette partie de nous qui recèle nos peurs, nos défauts, nos désirs refoulés. La plupart des gens fuient l'ombre, la considèrent comme itkean, tite comme une tare à cacher. Les machiavéliens, au contraire, la cultivent, la transforment en source d'énergie. Commencez par identifier, chaque fois que la honte surgit, quel sentiment sous-jacent elle active. Souvent, il s'agit d'une peur de perdre le contrôle, d'une crainte d'être jugé incompétent ou d'une insécurité liée à une partie de vous que vous avez longtemps dissimulée. Notez mentalement ce déclencheur, puis au calme, interrogez-le. Qu'est-ce que cela révèle sur moi ? Vous vous exposez à vous-même. Vous vous autorisez à voir votre vulnérabilité comme une donnée, non comme une faiblesse. En la nommant, vous la désarmez. Le deuxième pilier de la forteresse est l'acceptation radicale de soi. Vous avez déjà entendu la phrase « être nu dans la tempête ». Cela signifie que vous vous tenez debout, sans armure, sans masque, face au vent violent de la critique. Vous ne cherchez plus à camoufler vos défauts, vous les exhibez comme des trophées. Imaginez que chaque critique portée contre vous est un coup de vent qui vous frappe, mais que, au lieu de vous laisser balayer, vous vous ancrez, les pieds bien ancrés dans le sol, le regard fixé sur l'horizon. Cette posture mentale crée une inertie psychologique qui neutralise l'impact de toute attaque. Vous avez déjà pratiqué l'accord amusé, où vous transformez l'insulte en une affirmation de votre propre force. C'est exactement le même principe, mais appliqué à votre identité complète. Vous dites à vous-même, dans le silence de votre esprit, « Je suis tel que je suis, aucune remarque ne peut m'effacer. » Cette affirmation devient un mantra qui, répété, renforce les fondations de votre forteresse. Troisième composante, la discipline de la respiration. Le corps humain, lorsqu'il est soumis à la honte, active le système sympathique, créant un flot d'adrénaline qui rend la pensée floue. En maîtrisant votre respiration, vous récupérez le contrôle du système nerveux. Inspirez profondément par le nez, comptez mentalement jusqu'à 4, retenez l'air pendant 3 temps, puis expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Cette séquence, pratiquée régulièrement, crée un ancrage physiologique qui vous permet de rester calme même lorsque l'assaut verbal monte en intensité. Vous n'avez plus besoin de compter les secondes dans votre tête, la respiration devient votre métronome interne, votre fil d'or qui guide votre présence. Une fois que ces 3 éléments, l'ombre, l'acceptation, la respiration, sont intégrés, vous avez bâti une forteresse qui ne dépend plus de la validation externe. Vous avez transformé la honte en un simple signal, en une information que vous pouvez traiter, analyser, puis relâcher. Vous n'êtes plus la cible, vous êtes l'observateur. Et c'est là que le vrai pouvoir se révèle. Vous pouvez choisir de laisser passer l'énergie de la honte ou de la réinjecter dans votre propre système comme carburant. C'est le même principe que la technique du vide, mais appliqué à votre monde intérieur. Passons à un exemple concret qui combine toutes ces notions. Vous êtes dans un groupe de discussion en ligne, un participant vous lance une remarque cinglante, le ton est sarcastique, les émojis de moquerie s'enchaînent. Vous sentez le pic de chaleur dans votre cou, le déclic de l'amygdale. Plutôt que de répondre immédiatement, vous activez le vide. Vous ne répondez pas, vous laissez le silence s'étendre. Vous comptez mentalement 3, puis vous observez. Le participant, sentant le vide, relance son attaque, cherchant à combler le silence. Vous utilisez alors le « qui ». Qui cherches-tu à impressionner avec ce commentaire ? Il hésite, son texte s'arrête, il écrit « je » puis supprime. Vous saisissez l'opportunité, vous répétez son propos. Alors tu dis que mon point est invalide, tu dis que mon point est invalide. Le groupe voit le doute, le ton du participant se fragilise.
Vous vous enchaînez avec la validation d'une voix douce, même si vous êtes en texte. Je remarque que tu tiens vraiment à ce sujet, cela montre à quel point tu es investi. Le participant, désormais exposé, se retire, les émojis cessent. Bon. Vous avez en 3 mouvements désarmé l'agresseur, sans jamais élever la voix, sans jamais laisser la honte s'insinuer. Vous avez, sans même toucher le clavier, consolidé votre forteresse intérieure grâce à la respiration que vous avez pratiquée plus tôt dans la journée. Ces techniques Sanction White fonctionnent pourtant non seulement dans les interactions publiques, mais aussi dans les relations plus intimes, où la honte peut être subtile, déguisée en critique constructive ou en reproche voilé. Prenons le cas d'une relation amoureuse où le partenaire vous accuse de ne pas être assez présent. La honte s'infiltre, vous sentez le poids du jugement. Vous pouvez choisir de vous défendre par la colère ou d'appliquer le judo psychologique. Vous demandez calmement « Tu vas bien ?» Vous observez la réponse. Vous pouvez ensuite appliquer le « qui » en demandant « Qui cherches-tu à rassurer en faisant cette remarque ?» Vous ouvrez la porte à une discussion plus profonde, où le besoin d'assurance du partenaire est mis en lumière. Sans confrontation, vous avez désamorcé la honte et vous avez renforcé votre lien. La forteresse intérieure n'est pas une barrière qui vous isole, mais un ancrage qui vous permet d'interagir sans perdre votre centre. Un autre point crucial est la gestion du temps. La plupart des stratégies de domination sociale insistent sur l'immédiateté, sur le besoin d'agir sur le moment. Mais la vraie puissance réside parfois dans la patience. Vous avez déjà vu le chameur qui, après votre silence, revient plusieurs jours plus tard, cherchant à reprendre le contrôle. C'est à ce moment que vous activez la technique du retournement de cadre à long terme. Vous, calmement, mentionnez un fait antérieur qui montre votre constance, votre intégrité, sans jamais attaquer directement. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai présenté le même projet et il a été bien reçu. Cela montre que la critique d'aujourd'hui ne change rien à la réalité. Cette réponse posée montre que vous avez une perspective plus large, que vous ne vous laissez pas perturber par le petit incident. Le schémer, voyant que son influence ne se prolonge pas, se retire et le public reconnaît votre stabilité. Il est maintenant temps de parler du rôle du langage corporel, même si vous êtes en vidéo ou en texte, votre présence se traduit par des signaux non-verbaux. Le dead eyes que vous avez déjà pratiqué, ce regard vide sans émotion, devient un atout lorsqu'il est le couplé à une posture ouverte. Redressez légèrement les épaules, gardez le menton légèrement baissé, laissez vos mains reposer calmement sur vos cuisses. Cette posture envoie le message que vous êtes détendu, maître de vous-même, mais également inatteignable. Le chammer qui cherche à provoquer se heurte à un mur de sérénité qui ne se fissure pas. Le public, même inconsciemment, perçoit cette stabilité et vous confère une autorité naturelle. En combinant le vide, le judo psychologique, l'accord amusé, les contre-attaques chirurgicales et la forteresse intérieure, vous créez une symphonie de domination silencieuse. Chaque technique renforce les autres, comme les cordes d'un instrument à archer. Le silence devient votre mélodie, la respiration votre tempo, le regard votre crescendo et les mots soigneusement choisis votre climax. Vous ne jouez plus le rôle du spectateur qui subit la scène, vous êtes le metteur en scène qui orchestre chaque mouvement, chaque silence, chaque regard, afin que le shamer ne trouve jamais la note qui le ferait triompher. Il reste encore un dernier élément, souvent négligé mais essentiel, le détachement émotionnel. Vous avez déjà compris que la honte agit sur le plan biologique, que la réponse instinctive vous enferme dans un cadre. Le détachement consiste à observer votre propre émotion comme si vous regardiez un film. Vous ne vous identifiez pas à la honte, vous la nommez, vous la laissez passer. Cette pratique, inspirée de la méditation,
vous permet de créer un espace entre le stimulus, l'insulte, et votre réponse. Dans cet espace, vous choisissez la stratégie qui sert vos intérêts. Vous avez déjà pratiqué cet espace avec le comptage du vide, mais le détachement va plus loin. Il vous permet de ne plus ressentir le besoin de gérer la honte, mais de la transformer en information. Vous pensez alors, cette remarque révèle ce que mon interlocuteur recherche. Elle ne me définit pas. Cette perspective vous libère de toute dépendance à l'opinion extérieure. À ce stade, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez le savoir, vous avez la pratique, vous avez la discipline. Il ne vous reste plus qu'à les appliquer au quotidien, à les tester, à les affiner. Vous constaterez que chaque situation devient une opportunité de renforcer votre présence. Chaque attaque devient un laboratoire où vous expérimentez votre maîtrise. Vous ne serez plus jamais le jouet d'une dynamique de honte, vous serez le maître de votre propre scène. Si ce voyage vous semble puissant, si vous avez déjà senti le frisson de ces techniques, laissez-vous un commentaire avec le mot « maîtrise ». Partagez une anecdote où vous avez réussi à retourner la honte, même partiellement. Vos expériences nourrissent la communauté, et chaque histoire renforce le réseau de ceux qui refusent d'être écrasés. Dites-moi également quelle technique vous intrigue le plus, afin que nous puissions creuser davantage dans les prochains épisodes. Et naturellement, si vous avez trouvé ces enseignements utiles, pensez à liker la vidéo, pas par obligation, mais parce que le geste lui-même devient un petit acte de reconnaissance envers votre propre évolution. Vous avez déjà compris que le besoin d'approbation peut être transformé, mais quand il s'agit de soutenir une communauté qui partage ses connaissances, un simple clic peut devenir un signal de soutien mutuel. Enfin, je vous invite à vous abonner, non pas parce que je le demande, mais parce que chaque abonné représente une âme qui a choisi de ne plus subir la honte, qui a décidé de prendre le contrôle de son identité. En vous inscrivant, vous vous engagez à recevoir régulièrement des stratégies, des exercices, des réflexions qui vous aideront à rester indomptable face aux critiques. Vous ne serez plus un simple spectateur, vous deviendrez un acteur conscient, un stratège qui, chaque jour, affine son art. Rappelez-vous, la vraie puissance ne réside pas dans la capacité à frapper, mais dans la capacité à ne jamais être touché. Vous avez désormais les outils, les cadres, les réponses, les silences, les regards, les respirations. Vous avez le savoir pour bâtir votre forteresse intérieure et les armes pour percer la carapace de vos adversaires. Le chemin qui reste à parcourir est celui de la pratique, de la répétition, de la constance. Chaque fois que vous serez confronté à la honte, rappelez-vous ces notions, choisissez votre réponse et observez le changement. Vous deviendrez, peu à peu, le maître de votre propre narration, le sculpteur de votre réputation, le gardien de votre identité. Alors, à vous maintenant. Prenez une profonde respiration. Sentez le poids de la honte se dissiper et laissez votre présence parler d'elle-même. Vous êtes prêt à transformer chaque attaque en une leçon, chaque critique en une opportunité, chaque instant de honte en un tremplin vers une domination silencieuse et implacable. Le pouvoir est à vous, il attend seulement que vous le saisissiez.